ZCL est en direct de Radio Haute Tension avec vous jusqu'à 14h environ, de 14h en tout cas. Nous sommes vendredi, ça va être le week-end, nous sommes déjà le 7 octobre, c'est ça Mendy? Le 6 octobre. Le 6 octobre, bonjour Mendy. Bonjour Danick. Avec lunettes, ça vous va encore mieux. On va recevoir tout à l'heure Patrick Célin qui est le ancien nouveau directeur, le président de la Chambre d'agriculture. Nous avons plaisir à l'interroger tout à l'heure, parler un petit peu de l'agriculture. Après Maria, avec moi pour cela, Marie-France Goujoetna, bonjour. Merci d'être là. Et puis tout à l'heure, nous ferons un petit point sur le MAC, puisque ça va être l'ouverture, la réouverture du MAC après les cyclones, après les ouragans. Eh bien, le MAC va reprendre. Et Cynthia Vibel, qui est déjà là aussi, et va nous parler de la nouvelle programmation pour la 3e saison de ce MAC. Voilà, pour l'information, c'est Mendy et elle développe. Merci Danick. Bonjour à tous. Comme nous l'a dit, nous sommes donc le vendredi 6 octobre et voyons ce qui fait l'actualité. Et dans l'actualité, nous parlerons donc de la semaine bleue. Vous le savez, elle a démarré depuis dimanche dernier. Nous partirons du côté de Bémao où avait lieu donc une conférence sur comment bien se nourrir avec notamment Suzy Zosieux qu'on connaît bien. Toujours la semaine bleue, mais là on parle du cheveu, le cheveu naturel, comment l'entretenir. Ça s'est passé donc à la bibliothèque La Retraite. Des professionnels étaient donc sur place pour conseiller nos aînés pour prendre soin de leurs cheveux. Et enfin, elle était avec nous la semaine dernière. Nous parlerons du Cinestar, vous le savez, ce premier festival international du film au multiplex Cinestar. Il a donc démarré hier et Danick justement y était, il nous en parlera tout à l'heure. Voilà, bien, merci à Mendy. Depuis le cyclone, l'ouragan Maria, on a beaucoup parlé de l'agriculture puisque c'est le 3e entre guillemets agricole qu'on reçoit. On a reçu M. Clotaire Amélaïs. Hier, nous étions avec un porte-parole de la coordination rurale des agriculteurs. C'est dire que la question agricole, c'est une question cardinale aujourd'hui en Guadeloupe. Que vont faire les agriculteurs après Maria? La question des indemnités, tout cela va être dit et c'est la raison pour laquelle nous recevons le président de l'Assemblée nouvellement élu. Et c'est Marie-France Goujoetna, tout de suite qui va tracer le portrait. Alors Patrick Célin, vous êtes né en 1960 aux Abîmes, vous n'êtes pas devenu agriculteur par hasard, vos parents étaient exploitants agricoles, ils avaient également un lopin de terre et quelques bêtes. Enfant, vous alliez les aider matin, midi et soir, et pourtant vous gardez un excellent souvenir de cette période. Pourtant la vie n'était pas facile, vous en aviez conscience, votre maman a même dû, quelque temps avant sa retraite, partir travailler à l'usine Sofrigo, et vous êtes dit à cette époque en fait que vous alliez tout faire pendant votre vie pour aider justement à améliorer le niveau de vie des ouvriers agricoles. À la question de savoir si vous avez réussi, vous répondez judicieusement. Autrefois, on naissait paysan, aujourd'hui, on devient agriculteur. Vous souhaitiez faire une seconde C. Finalement, vous avez passé le concours, puisqu'à l'époque, il fallait un concours pour rentrer au lycée agricole. Vous avez eu votre bac professionnel. Vous êtes rentré au Grand Moulin des Antilles, puis à la SAFER. En 1990, juste après Hugo, vous vous lancez de plein pied dans l'agriculture. Vous devenez donc exploitant agricole à votre tour dans le maraîchage. Et puis, vous avez l'idée intéressante de monter une coopérative d'élevage de volailles. La demande est importante. Malheureusement, le projet va capoter. Donc vous revenez à vos premières amours qui sont l'agriculture, cette fois-ci plus dans l'igname et l'ananas. Vous êtes également vous étiez à cette époque le secrétaire général de la FDSEA, aux côtés du président Monsieur Nelson, puis vous quittez la FDSEA et 10 ans après vous revenez aux côtés d'un autre président et en 2012 cette équipe vous propose de porter la liste en fait pour les élections à la Chambre d'agriculture. Vous refusez dans un premier temps, vous estimez que vous aviez pris assez de coups dans votre vie pour ne pas encore en rajouter, et finalement, sur l'insistance de tout le monde, vous participez à ces élections et vous les remportez. Comme vous avez été réélu il y a 3 jours à peine. Au niveau politique, vous êtes conseiller municipal à la mairie des Abîmes. En fait, vous êtes cofondateur de la Frappe aux côtés d'Éric Jalton. Vous êtes de tous les combats d'ailleurs avec lui, même si vous dites que pour les dernières élections, vous avez pris un peu de recul parce que vous vous reconnaissez moins dans la
nouvelle équipe. Enfin, si la qualité que vous préférez chez quelqu'un, c'est son honnêteté, le défaut majeur, c'est les gens qui n'ont pas de parole et qui n'hésitent pas à vous frapper dans le dos. Vous l'avez suffisamment vécu pour dire que ça, vous ne le feriez jamais à personne. Votre plus beau souvenir quand votre premier garçon est né. Votre plus mauvais souvenir, le décès de votre maman. Et si vous partiez à l'autre bout de la planète et deviez emmener une seule chose avec vous, c'est naturellement votre famille. Ma première question sera d'actualité. Vous avez été réélu il y a 3 jours suite à des élections partielles parce que la FDSEA, en fait, a démissionné. Une partie des membres ont démissionné pour justement réorganiser des élections. Finalement, on se retrouve un peu avec le même scénario qu'en 2013. Là, c'était avant les élections. Il y avait déjà eu une première dissidence où les gens n'étaient pas d'accord avec votre candidature. J'allais dire, pourquoi est-ce que la FDSEA, en tout cas une partie de la FDSEA, vous en veut autant? Je viens bien demander aussi, pose cette question. Non, je crois que, comme je l'ai dit, j'ai trouvé une chambre d'agriculture en piteux état. Une chambre d'agriculture en difficulté sous le contrôle de l'État, sous tutelle. Avec un déficit pas possible, les clés étaient sur le paillasson, 1,7 million de déficit à peu près, bon, je ne compte même pas les factures impayées. Donc j'ai amené une autre méthode de travail, j'ai amené surtout de la rigueur, et je crois que ça ne m'a plu à certaines personnes, donc sur ma manière de faire. Mais de l'autre côté, en même temps, j'ai eu quand même quelques félicitations du secrétaire général de la préfecture de l'époque, des membres de la commission de suivi, qui me disaient que c'était en fait assez exceptionnel de pouvoir revenir à l'équilibre après 2 ans. Et donc, ils m'ont accordé leur confiance. D'ailleurs, j'ai eu, selon les dires de la DRFIP, donc l'agent comptable, parmi les meilleurs agents comptables qu'ils ont. Donc, ils m'ont confié cet agent comptable pour suivre les affaires de la Chambre. Donc, je crois que non, je ne sais pas. Est-ce qu'on veut véritablement avoir des gens honnêtes et objectifs dans ce pays de Guadeloupe? Mais je crois que ça déplaît à certains, puisque, comme je l'ai dit, autrefois on est 7 paysans, on n'avait pas le choix, c'était la fatalité. Aujourd'hui, on devient agriculteur. C'est un choix délibéré. On est formé et on sait où on va. Comme moi, j'ai toujours su où j'allais. Dans toute ma jeunesse, je l'ai voulu, je l'ai eu. Je suis un exploitant agricole, je veux vivre dignement de cette profession. Je crois que dans ce pays, on peut le faire. Par contre, il ne faut pas être tout le temps sous tutelle. Il faut que les autres acceptent la capacité aujourd'hui des Guadeloupéens à dire que nous sommes en capacité de gérer ce pays de Guadeloupe parce que nous avons une orientation, nous avons une vision qui ne vient pas forcément de l'Hexagone. Et donc, je crois que j'ai ce blocage-là aujourd'hui, mais ce n'est pas moi qui l'ai, c'est la Guadeloupe. Et je suis un fervent défenseur du pays de Guadeloupe. Et je vais en métropole, je vais dans l'Hexagone régulièrement, dans les réunions. Je vois aussi le niveau des exploitants agricoles, ce qu'ils font. Moi, je me suis inscrit définitivement dans ce qu'on appelle l'innovation et le transfert des savoirs agricoles aux plus jeunes générations. La Chambre d'agriculture aujourd'hui a pris une autre orientation sur comment donner d'autres outils et d'autres orientations à cette population, et puisque nous avons une mission, la mission est simple, de nourrir cette population. Aujourd'hui, encore, trop de production arrive chez nous, alors que nous avons le temps, nous avons un climat, mais en même temps, nous avons des coûts de production trop élevés. Des accords de partenariat économique sont faits dans la Caraïbe, nous avons parlé du CETA il n'y a pas longtemps, avec le Canada. Donc, tout cela passe au-dessus des Guadeloupéens. Et j'apporte ce langage nouveau pour dire non, nous devons nous occuper désormais de nos affaires, parler d'une même voix, mais il y a certains qui sont la nostalgie du passé, et ces gens-là ne veulent pas me voir, bien sûr. Alors, je ne peux rien faire, sinon que de continuer de mon combat et de travailler comme j'ai l'habitude de faire. Alors, Président, vous avez annoncé il n'y a pas très longtemps que l'avenir, une partie de l'avenir de l'agriculture, c'est le bio. Et que d'ici 2030, d'ailleurs, vous espériez que 50% au moins des pesticides rentrent sur ce territoire. Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que c'est réaliste quand on sait que les intrants bio sont chers, quand on sait que le cahier des charges est extrêmement rigoureux? Est-ce que l'agriculture ici est prête à assumer ça? Alors, je suis un homme de conviction. Quand je dis quelque chose, je le dis avec conviction. Alors, je n'ai pas tout à fait dit bio. J'ai parlé d'agriculture raisonnée dans un premier temps et aller vers une agriculture peut-être bio demain.
effectivement, les éléments que vous annoncez sont vrais. La situation, les coûts de production sont plus élevés parce que nous sommes dans un système économique qui fait que quoi qu'on fera dans ce système économique-là, eh bien, on ne pourra pas. Seulement, il faut changer la donne. Aujourd'hui, nous sommes inscrits définitivement par rapport aussi à ce qui s'est passé hier, l'histoire de la chlordécone. Alors, partout dans le monde, on dit oui, est-ce qu'on peut manger avec quiétude vos productions? Vous comprenez bien que je vais en Hexagone et quand je vais un peu partout, ça me gêne énormément. Je sais que c'est pas tout à fait vrai, puisque nous sommes des gens responsables. Dans la zone dite chlordéconée, nous avons mis en place avec les agriculteurs des cultures, donc où les agriculteurs peuvent manger en toute quiétude. C'est vrai, il y a quelques écarts, quelques gens qui ne respectent pas. Mais d'une manière générale, nous sommes inscrits dans cette dynamique d'une agriculture plus propre. C'est ça notre slogan d'ailleurs. Pour une agriculture plus propre, une agriculture avec moins d'intrants, vers l'horizon 2040, voire une agriculture avec au moins 50% de pesticides en moins. Voilà ce qu'on dit dans un premier temps. Monsieur Célin, effectivement, je vous écoute et je regardais un petit peu les chiffres de l'agriculture d'il y a à peu près une trentaine d'années. On était moins dépendant de l'importation. La Guadeloupe était encore une terre agricole et on a le sentiment depuis à peu près 30 ans que ça a basculé vers le tourisme. Et paradoxalement, ce qui est produit en Guadeloupe ne sert pas beaucoup dans les hôtels. Alors, quel est le problème qui empêche que cette agriculture guadeloupéenne, premièrement, nourrisse les Guadeloupéens et puis fasse vivre ceux qui en vivent? Eh bien, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Quand on veut, on peut. Nous pouvons produire. Maintenant, c'est une question de marché. Qui contrôle ces hôtels, qui nous permet de vendre dans la restauration scolaire. Nous avons un bel exemple, je vais vous dire, l'usine centrale, qui vient d'être, où la Chambre travaille de concert avec la communauté Nord-Grande-Terre. Je crois que c'est un exemple, et il faut prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire on demandait de produire mais sans un marché. Maintenant, on dit voilà un marché, produisez. Et je crois que cet exemple-là, dans l'agro-transformation, eh bien, c'est, à mon avis, une bonne manière de pouvoir réussir de donner à manger aux Guadeloupéens de la nourriture de chez nous. C'est vrai que si on produit très peu, qu'est-ce que l'exploitant fait? Il vend le plus cher possible puisqu'il n'y a pas de marché. Mais si on a un marché, on a 1 hectare, on a un marché, on peut être riche. On a 500 hectares, on n'a pas de marché, on est pauvre. La règle est simple. Je pense qu'aujourd'hui, dans la restauration scolaire, il faudrait qu'on réapprenne à manger à nos enfants nos productions en les préparant, en les présentant autrement. Je crois que c'est... Je discutais récemment avec quelqu'un qui s'occupe de restauration scolaire. Il me disait que quelquefois, quelquefois même le plus souvent, il n'y a pas suffisamment de produits. Par exemple, si on a besoin d'une tonne de gombo, on ne les trouve pas. Ou une tonne d'abricots guadeloupéens, on ne les trouve pas non plus. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas un souci? Vous savez, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qu'on fait avant? On nous présente un marché où on produit avant. Je crois qu'il doit y avoir une concertation globale sur ce qu'on peut faire avec les professionnels. Définir un véritable planning de production avec aussi une consommation attendue, prévue, c'est-à-dire je sais que je plante pour 3 tonnes de patates mais qui seront placées. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce schéma-là. C'est vrai, à notre grand regret, la restauration scolaire, quand on demande, eh bien, il n'y en a pas. Ou quand il y a trop, ils ne peuvent pas prendre tout parce qu'on n'est pas planifié, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas, je dirais, une dynamique enclenchée avec tous ces partenaires de la chaîne économique qui puissent nous garantir cette production-là. Alors la filière de l'élevage notamment se porte pas très bien. Je vois il y a eu 12 000 tonnes de poulets, de viande importée. C'est énorme. Alors que vous aviez par exemple monté un projet d'élevage de volailles. Ça veut dire que ça répond à un vrai besoin. Pourquoi est-ce qu'en Guadeloupe, on ne produit pas plus de volailles? Alors c'est pourquoi je disais qu'il faut revoir la manière de produire. Là, on parlait de la production de poulets Pâques. On a produit des poulets. On avait 80% des charges, c'était sur l'alimentation. Il ne vous reste rien à la fin. Vous allez le faire 2, 3, vous allez arrêter à la 3e bande. Il faut, et c'est ça que nous avons commencé à la Chambre,
donner d'autres orientations, d'autres manières de concevoir cette agriculture-là. Nous pouvons effectivement aller vers d'autres types de production de poulet, d'autres types de production de ceci ou de cela. Seulement, il faut que les intérêts soient une vision générale. Il ne faut pas que ce soit l'intérêt d'un petit groupe ou d'un tel ou d'un tel. Il faut qu'on s'inscrive définitivement dans la dynamique de l'intérêt général du pays. Qu'est-ce qu'on veut? D'une filière, justement, de fédérer autour? Les filières, oui, c'est l'objectif. Nous avons quand même 6700 exploitants, grosso modo, qui sont en action. Nous avons beaucoup de double actifs. Pourquoi double actifs? Parce qu'ils cherchent quand même l'équilibre d'un revenu, parce qu'il a une famille, il doit payer le cahier au même prix quand son enfant entre à Bainbridge, il doit payer l'université, la chambre. Donc maintenant, il a un problème, l'exploitant, il doit concevoir un revenu pour vivre aussi décemment comme tout Guadeloupéen. Mais en même temps, sur la production, nous avons effectivement ce problème-là. Les produits qui viennent, nous sommes un sandwich, hein. Nous sommes pris entre nos voisins de la Caraïbe et l'Occident, enfin l'Europe, puisque les coûts de production d'un côté ou de l'autre sont plus bas que chez nous. Donc c'est ce coût de production qui est difficile et où on ne pourra jamais concurrencer dans les mêmes règles. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, il faut que nous ayons une autre vision et c'est ce que nous proposons. Et cette transition, vous savez, toutes les réformes sont difficiles. Comment sortir de là pour passer par là? Et donc, effectivement, Patrick Célin peut déranger dans sa vision et son équipe. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Hier, nous recevions ici M. Dartron, que vous connaissez. Alors, je ne vous passe sur les reproches qu'il vous fait en ce moment. Il dit que la Chambre n'est toujours pas venue visiter les exploitations de la Guadeloupe, de la Basse-Terre. Bon, ça, on va en parler tout à l'heure, mais ce n'est pas ça la question principale. Généralement, depuis quelques années, la Dominique est devenue le jardin de la Guadeloupe. Bien, la Dominique aujourd'hui est complètement sinistrée, y compris du point de vue agricole. Et M. Dartron me disait que c'était le moment ou jamais pour la Guadeloupe de reprendre la main en matière de production agricole. Est-ce que c'est un petit peu votre philosophie? Je ne m'inscris jamais dans la dynamique où le malheur des autres fera mon bonheur. Donc, dans le tourisme, ça se fait beaucoup, hein, quand on ne va pas dans le Maghreb, on vient aux Antilles. J'ai une vision de responsable agricole, agriculteur de profession. Oui. Alors, des autres personnes qui prennent des couvertures d'exploitants agricoles, je ne sais pas s'ils le sont véritablement. Donc, je ne peux pas les répondre. Je réponds aux exploitants agricoles parce qu'ils ont la même vision que moi. D'accord. Et ce que je veux dire, aujourd'hui, on connaît la situation. Nous pouvons produire, nous avons une... Non, mais vous êtes d'accord quand même que beaucoup de nos productions agro-méiotes venaient de la Dominique et qu'aujourd'hui, nous sommes rien. Oui, mais de toute manière, je crois qu'une fois que nous sommes dans un pays à cyclone, nous savons comment vivre avec des cyclones, mais quand ça arrive, on ne peut rien faire. Oui. Même si on était dans une autre dynamique de production, la situation serait toujours la même. Donc, quand j'écarte cette vision-là, je dis, aujourd'hui, nous devons savoir très bien que nous ne pourrons pas faire face à une agriculture comme les autres dans un contexte qui n'est pas le même. Le coût de production restera toujours élevé. Oui. Les intrants viennent d'ailleurs. Donc, comment faire? Il faut changer de chemin. Il faut changer d'orientation. Et c'est ça que nous proposons à la Chambre. Donc, voilà, nous avons connu par exemple sur les agrumes le citrus green, même si on avait un autre système de production, je crois que la Caraïbe, ça part du nord au sud de la Caraïbe. Donc tout le monde, les oranges qu'on va avoir aujourd'hui, ils ne viennent pas de la Caraïbe. Donc je dis à la limite, c'est un faux problème. Le véritable problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des gens en Guadeloupe, des agriculteurs, qui ont cette dynamique et qui ont une vision. Et c'est vrai que nous n'avons pas trop de leçons de ceux qui ne le sont pas. Donc, nous savons faire, nous savons comment faire et nous avons la foi dans ce que nous faisons. Et je suis persuadé que nous allons y arriver. Et je cite toujours l'exemple de l'usine centrale. Aujourd'hui, les communautés d'agglomération avec lesquelles nous travaillons, c'est pas la première communauté. Nous travaillons avec la communauté de Levant, nous travaillons avec Cap Excellence, nous travaillons un peu avec tout le monde. Et nous irons en crescendo vers d'autres horizons. Il faut que les gens s'attendent au changement et se prêtent au changement.
Marie-France. Alors justement, donc, pour en venir, dans toute la Caraïbe aujourd'hui, de toute façon, est sinistrée en matière d'agriculture. Vous aviez accompagné le président de région la semaine dernière donc, sur la Basse-Terre et la Grande-Terre pour faire un état des lieux rapide. Et surtout, le président de région s'est engagé à lancer une aide d'urgence, de secours, pour relancer la production. Non pas pour indemniser ce qui a été perdu, mais au moins pour relancer, pour que les agriculteurs puissent repartir le plus vite possible. On parlait donc d'aide d'urgence. Aujourd'hui, est-ce que vous avez... Où en est-on? Parce que j'ai cru comprendre que ce ne sera pas avant la prochaine plénière qui a lieu le 12 octobre. C'est-à-dire, est-ce que tout ça n'est pas un peu lent? Je prolonge la question avec la réunion qu'il y a eu à la préfecture avant-hier, avec un certain nombre d'agriculteurs, de groupements, coordination, etc. Et ils se plaignaient du fait que l'arrêté de calamité agricole, pour l'instant, c'est dans l'air, on ne sent pas réellement la réalité. Alors, deux choses. Je reprends la première question. Avec le président de région Henri Chalus, effectivement, nous avons été assez rapidement sur le terrain le lendemain du confinement. Nous avons rencontré un certain nombre d'agriculteurs de la Basse-Terre jusqu'au nord, enfin pas au nord Grande-Terre, dans l'est de la Grande-Terre. Et le président Chalus a pris la décision de mettre 4 millions d'aides d'urgence avec 2 guichets. Oui. Hugo Flore pour tous ceux qui sont organisés et la Chambre d'agriculture pour le reste, ça veut dire les 80% qui ne sont pas organisés. Donc vous voyez qu'il y a du travail, on doit mobiliser du monde. Donc la Chambre d'agriculture, dans le premier temps, a demandé, moi j'ai demandé, en tout cas à mon directeur, de mettre nos techniciens sur le terrain pour faire une première approche. Ce qui est Baïf, dans les hauteurs de Baïf, parce que c'est ce qu'il disait avant hier. Les techniciens, ils n'ont pas une étiquette je suis de la Chambre. Hein. Oui. Ils passent, ils travaillent. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour la publicité. Ce sont pas ils sont pas Hollywood, ils ne font pas des films. Donc ils passent, ils font leur travail. Nous avons ces résultats-là que nous allons amplifier, bien sûr, chiffrer. Nous avons une vue d'ensemble. Nous avons déjà envoyé quelques communications aux autorités. Donc, dans un deuxième temps, nous allons mettre en place ces dossiers, parce qu'il faut demander à la région quelles sont ces indications pour mettre en place ces dossiers, ce qui est en train de se faire. Et je crois que assez rapidement, mais il y a un temps, malheureusement, ça prend un temps pour distribuer de l'argent. C'est toujours comme ça. C'est pas nous qui le distribuons, c'est la région. Donc, ces dossiers seront en place, je pense que d'ici la fin de semaine, non, la semaine prochaine. Demain même, j'ai une réunion à Saint-François avec le maire sur une cellule qu'il a mis en place pour voir comment la Chambre pourra, avec les gens les agriculteurs de Saint-François, mettre en place ces dossiers. Donc nous travaillons, M. Zandronis, il ne faut pas... Je n'ai pas dit que vous ne travaillez pas. Non, nous avons entendu que la Chambre n'est jamais là. Vos collègues vous disent, je ne doute pas qu'en tant que président, si vous n'étiez pas un bon travailleur, peut-être que vous ne serez pas là. Une petite précision. Alors, c'est quelque chose vraiment d'anecdotique. Qu'est-ce que vous pensez du développement en Guadeloupe de la vente des cocos et de l'eau de coco dans la vie quotidienne aujourd'hui? Je vous dis ça pourquoi? Par rapport à ce que font les Brésiliens qui ont créé une véritable usine où on vend maintenant de l'eau de coco en bouteille et ça se vend même en France, et ici nos stades je reviens à mon discours de départ. Hein. Je dis autrefois on était paysans, aujourd'hui on devient agriculteur. Oui. Mais on ne pourra pas tout faire en même temps. On a beaucoup de retard, c'est vrai, mais on les rattrapera. Puisque je suis persuadé, avec le lycée agricole, il y a des jeunes techniciens qui arrivent, ils auront cette approche de l'agriculture, de faire véritablement des modèles, et que je pense que oui, on voit des cocos, effectivement, tout le monde un petit peu auprès de la route le font. Ça commence comme ça. Et après, on ira vers, on parle d'agro-transformation. La transformation, mettre en bouteille, c'est l'agro-transformation. C'est bien que vous le dites. Oui, donc mais on y arrivera, et il faut que les Guadeloupéens nous fassent confiance. Il faut que les Guadeloupéens fassent confiance aux Guadeloupéens. Moi, quand si je prends un maçon pour faire une maison, c'est un Guadeloupéen, je lui fais confiance. Si je prends un Guadeloupéen pour faire ma toiture, c'est pas parce que le cyclone serait passé par là, il n'y a pas de chance qu'il deviendra tout de suite un mauvais. Non, il faut que les Guadeloupéens fassent confiance aux Guadeloupéens. Je crois que c'est là la règle du jeu. Il reste 2 minutes. Alors rapidement, oui. Donc après Maria aujourd'hui, donc pénurie de fruits et légumes. Les grandes surfaces notamment vont devoir faire appel, non pas donc aux producteurs de la Caraïbe, mais appel à des producteurs européens en tout cas. Donc ces producteurs-là vont venir sur notre marché. Les agriculteurs ont déjà eu beaucoup de mal à s'implanter, les coopératives en tout cas à s'implanter, à avoir des marchés auprès des GMS. Aujourd'hui, dans 6 mois, pensez-vous que ça peut être un véritable danger pour les agriculteurs aujourd'hui pour reprendre leur place? Je parlais de nos conditions de vie. Nous sommes des gens à cyclones, je dirais ça comme ça. Nous avons l'habitude de nous relever. On se relèvera.
ils ont l'habitude, les gens de l'extérieur ont l'habitude de prendre des places de marché. On retrouve ces places de marché après. Et donc, moi, je ne suis pas fataliste du tout. Je dis que tant qu'il y aura des hommes dans ce pays-là et des femmes, eh bien, on parviendra à vivre à la manière guadeloupéenne. Et ça, j'y crois fortement. Je n'ai pas peur de l'avenir. Et les agriculteurs guadeloupéens, en tout cas ceux qui le sont, eh bien, ils feront face. Mais d'ores et déjà, est-ce que la Chambre a des accords, par exemple avec certaines grandes surfaces, des engagements pour qu'ensuite, dès que la production repart, on pourra à nouveau alimenter les rayons? Alors justement, il y a tellement de confusion. Il faut qu'est-ce qu'une chambre? Une chambre, ce n'est pas une société commerciale. Nous mettons en place une dynamique et nous avons des organisations professionnelles qui vont dans ces démarches. Ce n'est pas la Chambre. La Chambre, nous avons plein d'attributs, mais certainement pas celle de commercialiser. Ce n'est pas nous, c'est les organisations. Non, mais protéger les agriculteurs. Protéger les agriculteurs. En leur garantissant qu'ils pourront à nouveau retrouver leur place de marché. On n'a pas cette compétence-là. On ne peut pas faire ça. Comme je vous dis, ce qui est important pour nous, c'est relancer la production, relancer la machine, et une fois qu'on est sur le marché, on reprendra notre place. Ça se fait tout le temps depuis la nuit des temps, donc ça se fera encore. Donc la Chambre n'a pas beaucoup d'actions dans ce sens-là, mais surtout sur l'organisation de la production. Dernier mot sur je ne sais même pas si c'est un mythe maintenant, on dit que chaque année il y a environ 1000 hectares de terres agricoles qui disparaissent. Vous en êtes conscient, j'imagine. Il y a un remède à cette perte en territoire agricole de la Guadeloupe, en sachant que le Conseil général a beaucoup de réserves encore. Alors, là encore, pour montrer que la profession agricole, nous sommes des gens sérieux. Nous avons demandé à l'État de mettre en place ici ce qu'on appelle la CDBNAF. C'est une commission qui est prise par le préfet avec les professionnels sur la consommation de l'espace rural. Nous avons par contre, ça c'est une de nos compétences, le contrôle, la gestion de l'espace rural. Et donc, depuis qu'on a mis ça en place, effectivement, on ne parle plus de 1000 hectares qui disparaissent chaque année, mais on est vraiment au-dessous de cela. Et je crois que c'est une commission qui marche. Le nouveau chiffre, ce serait quoi à peu près? Les chiffres, nous sommes, je crois que l'année dernière, nous étions à 500, 200, 300 hectares. Donc on a gagné 700. Ah oui, non, mais là, je sais que nous avons, les chiffres ne sont, je ne demande pas de les retenir, mais on a véritablement baissé, puisque nous avons une autre mission aussi, la CDBNAF, nous nous autosaisissons des PLU, des plans locaux d'urbanisme des communes. Et nous, par exemple, je prends la commune de Déhé, où nous avons vérifié sur un programme déposé. Nous sommes entrés en discussion parce que nous n'avons pas accepté un certain nombre de choses qu'ils voulaient. Quand on est revenu, eh bien, nous avons gagné 15 hectares de terres agricoles. Et sur Bémao? Je n'ai pas l'idée, j'ai pas l'exemple de Bémao en tête, mais je vais vous dire, globalement, nous avons les outils qu'il faut et nous y travaillons sérieusement. Et aujourd'hui, cette hécatombe qu'il y avait sur les terres agricoles, nous sommes en train de le réduire et la Chambre d'agriculture y participe pour beaucoup. Merci en tout cas d'avoir répondu, comme on dit, sans langue de bois, sans langue verte, en tout cas à nos questions. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Il est 13h02, on va tout de suite, Mendy, prendre la page de pub, c'est l'heure? Oui, et on se retrouve tout à l'heure pour le développement du journal. Merci aussi à Marie-France Gouillot d'être avec nous chaque vendredi. 13h06, retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT. On vous salue encore si vous n'étiez pas à l'écoute. On vient de recevoir M. Patrick Célin, le président de la Chambre d'agriculture. Tout à l'heure, nous allons recevoir Cynthia Fibel, toujours belle, pour parler de la programmation du MAC, troisième saison ou deuxième saison? Je me souviens. Là, c'est notre troisième rentrée d'octobre. Troisième saison. Bon, voilà. Cynthia qui est déjà là. Mais pour l'instant, on retourne à l'actualité avec notre ami Lunité. Oui, nous sommes toujours dans la semaine bleue, je vous le disais. La ville de Bémao a décidé donc de proposer en tout cas à la population des stands, des ateliers, afin donc de les sortir de l'isolement en favorisant le relationnel, le partage de connaissances, mais également les liens intergénérationnels. L'action phare étant le village bien-être santé, avec une conférence sur le thème « Comment bien se nourrir », une conférence animée par Suzy Zozio, des images signées Michel Héraclite et Rénal Walter.
C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes réunis à Cadette, Sainte-Rose. Alors, avec la municipalité, le CCAS de Sainte-Rose, nous avons mis en place un certain nombre de manifestations tout au long de la semaine pour nos aînés dans le cadre de la Semaine Bleue. Alors, le thème de la Semaine Bleue, le thème national, c'est « À tout âge, faire société ». Alors, autour de ce thème, nous avons organisé un certain nombre de manifestations qui puissent toucher un maximum de population et nous avons déplacé ces manifestations dans les secteurs. Donc, aujourd'hui, vous êtes à Cadette, place de l'église, avec Dr Zozio, où on a mis un thème en même temps qui parle de la prévention, comment s'alimenter pour rester en bonne santé. Donc aujourd'hui, nous allons porter cette information à nos aînés et leur expliquer un petit peu comment s'alimenter, comment manger pour garder la pleine forme. Et leur faire comprendre vraiment à tout âge, elles font partie de la société. Et nous avons en même temps visité nos malades qui sont alités pour leur remettre un présent au nom de la municipalité. Madame le maire actuellement est absente parce que bon, elle avait d'autres obligations. Donc elle a été obligée de partir pour aller au département. Peut-être qu'elle va nous rendre visite sous peu. Alors une fois de plus, Chrysalide est présente à cette journée dédiée aux personnes âgées. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois de nutrition, mais vous savez que les personnes âgées sont des élèves, de très bons élèves, puisqu'ils connaissent absolument tout, pas mal de choses. Donc c'est de leur donner quelques clés supplémentaires pour améliorer leur quotidien, donc améliorer leur santé. Donc on va aujourd'hui parler de sucre, comment limiter la consommation de sucre, bien sûr. On va leur dire aussi qu'ils peuvent consommer du miel, remplacer le sucre par le miel. On va également leur dire qu'ils peuvent consommer une cuillère à café de miel le soir, puisque le miel contient du tryptophane qui permet l'endormissement, vous savez. Donc avec le miel, on peut guérir des blessures aussi. Donc on va également leur parler du pollen, c'est également un autre produit de la ruche qui est un aliment hyper nutritif et conseillé même aux personnes âgées. Comment également se soigner avec des produits naturels, comment cuire les aliments. Donc on va aborder tous ces sujets-là aujourd'hui à Sainte-Rose. Anti-Doucine pour Mamie, c'est l'action que mène chaque année la bibliothèque de la retraite avec cette fois un focus sur les cheveux naturels, comment les entretenir. Des professionnels ont donc répondu présent pour expliquer à nos aînés comment prendre soin de ses cheveux de manière simple. Un reportage signé Chris Kevin Manier. Doucine pour Mamie, comme aujourd'hui, nous pensons beaucoup aux personnes âgées et nous travaillons également avec les personnes âgées. Et ça fait quelques années déjà avec la bibliothèque Le Relais Livre et la bibliothèque de Bémao, nous organisons ce projet intitulé Anti-Doucine pour Mamie. Alors chaque année, nous changeons de thème et là, c'est un coup de chapeau, un petit coup de zier à l'entourage chivé. Alors nous avons invité, je dis non parce que je ne travaille pas toute seule sur ce projet. J'ai toute une équipe avec moi, dont la directrice adjointe de la lecture publique, Madame Marie-Antoinette Claude, et Madame Davira Sonia, qui est la responsable de l'action culturelle. Et moi, je suis le chef de projet. Alors, nous avons voulu inviter deux intervenantes, dont Madame Bordelais Magui Saminadin et Madame Corbeau Réjeanne. Alors, ces dames nous parlent de cheveux, bien entendu, comment soigner les cheveux naturels, les cheveux défrisés, comment aussi utiliser nos plantes médicinales pour entretenir nos cheveux. Alors moi, je pense que c'est une très bonne chose de penser à monsieur tout le monde, du petit au plus grand, et de travailler avec eux. Nous représentons tout ce qui concerne les cheveux, naturels ou pas, et aussi avec l'association Saveur Tropicale. Moi, mon entreprise Magui Tresse et Bien-être, le concept au plus près de votre nature. Donc, nous parlons comment prendre soin des cheveux simplement, tout naturellement. Donc je pense que les gens sont dans une démarche et ça les intéresse vraiment. C'est pour tout un chacun. Bon, spécialement c'est la semaine bleue, donc les personnes âgées sont mises à l'honneur, mais c'est vrai qu'elles aussi, elles ont des cheveux, elles ont le temps de s'en occuper parce que maintenant, très souvent, elles sont à la retraite. Donc c'est pour aussi un clin d'œil pour leur dire qu'on ne les a pas oubliés dans ce mouvement autour des cheveux naturels. Là, par les plantes, par les
huiles, par le beurre, par tout ce qui est en tout cas au plus près de notre nature. Je pense que la nature nous donne tout, elle est avec nous, elle nous accompagne depuis toujours et c'est dommage parce qu'on s'éloigne de plus en plus d'elle. Voilà, on vous l'a dit, nous recevons aujourd'hui Cynthia Fibel pour parler de la troisième saison du MAC, puisque chaque année, à cette même période, nous recevons ou le directeur, ou le patron, ou Cynthia. Cynthia, bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être là. Moi aussi, ravi de vous recevoir. Avec votre dynamisme habituel, je profite pour vous féliciter pour le beau cantage culturel de la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Cette semaine, d'ailleurs, pas la semaine dernière, journée du créole. Mardi, oui. Ouais. Mardi 4. C'était très bon, une bonne chose. Merci beaucoup, puisque c'était le rendez-vous d'ouverture d'ailleurs. Oui, c'était une ouverture. Alors, le MAC saison 3. Exactement. Donc là, comme vous l'avez dit, on est rentré complètement sur ce mois du créole. Oui. L'idée, vraiment, c'est de porter, je pense que pour ceux qui suivent la programmation et pour les nouveaux qui nous écoutent aujourd'hui, elle est pensée de façon trimestrielle. Chaque trimestre est lui-même encouragé, porté par un porteur de projet, une personne ressource que nous invitons au cœur de la programmation sur le cycle Autour et avec. Et donc là, pour octobre, novembre, décembre, donc le dernier trimestre de cette année 2017, c'est Marie-Hélène Lomuno. Et on la connaît comme chercheur. Elle était présente justement au Boucantage mardi en tant que militante sur la question du créole et aussi en tant qu'artiste qui intervient. Sur la musique aussi, hein. Tout à fait, parce que... Gouka et créole, Gouka et Gouka d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, donc elle nous accompagne tout au long de ce trimestre sur ce cycle-là. Elle est notre invitée. Et donc l'ensemble de la programmation sera vraiment d'inviter le public à être au carrefour de ce qu'on est aujourd'hui dans la Caraïbe. Donc le Mémorialac veut prendre toute sa place dans le carrefour caribéen et nous convoquons justement cette Caraïbe en Guadeloupe. Et nous convoquons aussi tous les Outre-mer, parce que c'est vrai que quand on regarde bien, bon, peut-être il y a souvent cet entre-soi qui fait que la Martinique se connaît, la Guadeloupe se connaît, la Guyane, mais là en l'occurrence, l'idée c'est de vraiment créer un rendez-vous et de pouvoir aller explorer donc à la fois sous forme de beau cantage, sous forme de cinéma et des musiques aussi actuelles. Donc pour commencer l'année, donc on a eu ces beaux cantages. On va recevoir le Festival du film des Doigts de l'Homme. Oui. Avant l'ouverture. Le 12, je crois, c'est bien ça. Alors voilà, au Mémorialac, la cérémonie d'ouverture se fera donc. La cérémonie d'ouverture. Voilà, il y a une cérémonie d'ouverture le vendredi 13. Je croirais à Cannes. Écoutez. Nous devons travailler avec justement nos penseurs, nos acteurs, nos réalisateurs, justement à faire de ce monde, en tout cas de défaire cette idée d'insularité et de précarité et de montrer que finalement une île peut déborder sur le monde. Et c'est ça fondamentalement. Et justement, il y aura un certain nombre de conférences. Et d'ailleurs, avant, donc le vendredi 13, il y a une conférence le 10 avec Jackie Dahomey et le modérateur donc Hubert Jabot. Que faire des droits de l'homme? C'est vrai que la question peut paraître perplexe. Les droits de l'homme sont fondamentaux. Mais en même temps, qu'en faire? La question est d'autant plus actuelle qu'aujourd'hui, ces droits sont encore fondamentalement bafoués en certains lieux. Voilà. Et du coup, ce festival va nous emmener à Cuba, en République dominicaine, au Liban. On part vraiment sur des questions aussi universelles, qui touchent à la diversité du monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc en ce sens, j'invite vraiment tous les publics à venir et c'est un format très important en fait quand on se situe aujourd'hui en tant que citoyen. Les matinées sont réservées aux scolaires, donc ils peuvent déjà appeler, regarder le programme du festival. Il est sur le www.festival-droitsdelhomme.org. Voilà, et toutes les projections scolaires, par exemple, qui se passent au Mémorialac, donc les écoles, les enseignants peuvent déjà appeler au 0590 25 16 00. Nous avons donc des collaborateurs très performants qui vont donc procéder aux réservations.
Mais bon, je suis allée un petit peu en avant sur le programme. Oui. Je dois dire que dès samedi, c'est-à-dire demain ? Voilà, demain. Oui. Demain, en fait, on a un rendez-vous donc, avec l'art contemporain. Donc on a donc le Carré d'Art Guadeloupe avec donc la commissaire d'exposition Nathalie Hainaut, des artistes comme Ronald Cyril, Daniel Dabriou, Diane Huger et donc aussi José Manlius. José Manlius ne sera pas présent, mais en tout cas les autres artistes seront présents aux côtés aussi du collectif de l'association Oui en Art qui travaille depuis 10 ans sur le territoire. Donc les premiers, donc Carré d'Art Guadeloupe, c'est donc demain à 18h. Ils vont revenir sur leur expérience barbadienne, j'ai envie de dire, parce qu'ils étaient à Carifesta 2017. Donc ça aussi... Comment ? Stick aussi, voilà, mais c'est une expérience partagée justement avec la Caraïbe. J'y étais, donc je les ai vus là-bas. Voilà, donc moi je n'étais pas du voyage, donc c'est une façon aussi... mais je l'ai senti, oui, vous avez raté quelque chose. Donc en fait, en tout cas, pour ceux qui ont raté quelque chose comme moi, donc ce sera l'occasion de les rencontrer, de partager avec eux justement cette expérience et comment justement on vit dans le pays Guadeloupe de son art, de son œuvre. D'ailleurs, ce sera une des conférences aussi du Festival Bleu Outre-mer qu'on accueille du 25 au 29. Je parle comme ça de façon un peu, pas forcément linéaire et chronologique des événements que nous allons avoir. De toute façon, Cynthia, vous savez très bien que les portes du ZCL vous sont ouvertes à tout moment. Voilà, mais en tout cas, ce que j'invite, merci beaucoup. En tout cas, ce que j'invite ceux qui sont intéressés à faire, et même par curiosité, donc c'est déjà de regarder le site du Mémorial Lac, de regarder la page Facebook pour ceux qui sont plus dans le vent des réseaux sociaux. Et voilà, de nous rejoindre demain à 18h donc pour cette rencontre avec l'art contemporain. Le Oui en Art, ils vont nous présenter un projet qu'on va recevoir aussi au Mémorial Act en décembre, qui est le Creole Garden. Donc voilà, en plein mois du créole, on va voir comment les artistes, en fait, avec l'art contemporain, quelle conception ils ont une conception élargie du jardin créole. Donc là, on a Kelly Sinapa-Marie, Jean-Marc Hun, Joël Ferly, Guy Gabon, François Piquet, je ne vais pas tous les nommer, Minia Biabiani, Jean-François Bouclé, bon, j'en oublie, Philippe Virapin, voilà. Et ils seront, enfin pas tous là demain, mais en tout cas, ils vont nous donner l'essence de ce qui va se faire dans les mois à venir. Donc je donne les rendez-vous les plus actuels. Dimanche. Oui. Donc ça, c'est un rendez-vous qui est devenu le rendez-vous des amoureux de la danse. Donc c'est le Kalakaswe. Oui. C'est donc un rendez-vous mensuel. Cette fois, on part sur une approche qui n'est pas traditionnelle au sens du respect des formes et des rythmes du cas, mais on est sur une exploration aussi de ce que le mouvement hip-hop a amené et d'où il tire aussi certains gestes enfin j'ai envie de dire de l'essence même de la danse africaine, et c'est Michael Larifla qui va donc conduire ce cours. Donc c'est une initiation, je rappelle, c'est pas un spectacle. Tout ce qui vient, c'est dimanche à 16h. Et c'est sur un espace que souvent on ne voit pas, en fait, qui est la terrasse événementielle, et qui est en hauteur, donc dansé comme ça. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Et donc voilà pour les grands rendez-vous, comme je l'ai dit, les temps forts, le 21. Il y aura aussi un rendez-vous important au Mémorial Act avec Lionel Trouillot qui vient d'Haïti, Rita Indiana, Timalo. Rita Indiana, elle vient de la République dominicaine. Le 24, on continue avec ses regards croisés langue créole autour d'Hector Poulet. Jude Duranty et certainement Raphaël Confiant, mais on attend une confirmation de Caraïbes Éditions. Et pour terminer donc le mois, là on continue le voyage donc dans ces cultures créoles, puisqu'on l'a dit, c'est vraiment le cœur de ce mois, avec la Réunion, la Guyane,
la Nouvelle-Calédonie, la Martinique. Alors là, on est dans le festival. Voilà, on est dans le festival Bleu Outre-mer. C'est vrai que le festival est éclaté sur le territoire, mais nous, en fait, notre mission et notre ligne éditoriale axée justement sur cette mémoire qui inspire l'avenir. Le festival a son autonomie. Effectivement, d'ailleurs, il commence ce soir, encouragé par la ville de Pointe-à-Pitre. Ils seront pavillon de la ville. Ils ont un vernissage ce soir, d'ailleurs, qui est ouvert à tous. Bon, je fais un petit clin d'œil justement à cette ouverture ce soir, 18h au pavillon de la ville. Donc, c'est l'ouverture du vernissage. Là encore, avec des jeunes pleins de talent. Mais nous, en tout cas, en tant que Mémorial Act, on les accompagne de façon exclusive. On a l'exclusivité sur la dimension musicale du festival. Qui répond en tout cas nous à nos attentes de diversité et aussi d'ancrage dans les cultures créoles. Il y a notamment Chassol, le 28, le jour de la journée du créole. Là, j'invite vraiment le public à venir le voir parce qu'il a cette façon, moi je l'ai vu au Babel Med Music à Marseille au mois de mars. L'ensemble des critiques nationaux s'accordent à dire qu'il réinvente la musique et qu'il réinvente, qu'il réenchante le monde. Et vraiment, ils sont deux sur scène, mais par la magie de la vidéo et de toutes sortes d'artifices encore musicaux que je ne vous décris pas, il va amener sur scène d'autres univers, d'autres artistes et d'autres lignes musicales. C'est vraiment extraordinaire. Et pour ceux qui sont des amoureux des émissions type Star Academy, je dis pour indice que celui qui a la complicité de l'accompagner sur scène, le batteur, c'est Mathieu Edouard qu'on a connu sur Académie 7. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses à dire sur la programmation. Je vous invite vraiment à suivre nos réseaux sociaux. Alors, il faudra peut-être venir spécialement pour le festival, pour les temps forts du festival d'ici la semaine prochaine. Enfin, c'est vers le 20, le festival. C'est du 25 au 29. 25, alors on aura peut-être plaisir à vous recevoir. Oui, voilà, parce qu'il y a Paul Wameau, il y a la Nouvelle-Calédonie. On est dans le détail du festival. En tout cas, on vous remercie Audrey d'être venue. C'est Cynthia, mais en fait, Audrey, c'est mon frère. Audrey, c'est l'autre. Mais comme il travaille voilà, on a 3 ans d'écart, mais on est sur les mêmes routes. Effectivement, on vous retrouvera de toute façon, on le sait, avant la fin du mois d'octobre. Voilà, avant la fin du mois d'octobre. Merci de m'avoir invité, mais je voudrais juste faire un petit rappel, en tout cas, pour l'actualité, qu'elle soit un petit peu palpable. Donc c'est demain. Oui. On vous attend à 18h au Mémorial Act pour ce rendez-vous de l'art contemporain, donc avec Carida en Guadeloupe et Oui en Art. Oui. Et dimanche, venez nombreux aussi pour ce Kalakasoué sur la terrasse événementielle à 16h. Venez en tenue, de l'eau pour vous hydrater et une belle expérience avec donc le cas. François Ladrizo et Larifla, donc Michael Larifla, avec donc ces musiques dites, ces danses urbaines, hip-hop et traditionnelles qui se mélangent, qui s'embrassent, qui se marient, voilà. Je vous donne un message à François Ladrizo, une petite pensée pour Café. Oui, tout à fait. Effectivement, d'ailleurs, vous étiez là pour mardi. Marie-Hélène Lomuno, à l'entrée du Beaucantage, a fait cet hommage et je pense qu'il le fera aussi. Bien, c'est dit. Il est 13h27. On a encore le temps de balancer une petite info, Mendy. Oui, on a le temps. Nous, on se dit oui. On peut y aller. Et je vous le disais, donc le CCAS de la ville du Moule organise donc dans le cadre toujours de cette semaine dédiée aux aînés une manifestation intitulée « Faire société, c'est se laisser une nouvelle fois bercer par les compositions d'antan », autrement dit vendredi sérénade. C'était donc mercredi au centre culturel Robert Loison au Moule, une après-midi détente musicale animée par l'orchestre justement vendredi sérénade. On regarde ces images signées Michel Héraclide. C'est vrai que nous sommes dans la semaine bleue, partout en Guadeloupe, vous entendez parler même en métropole. Donc nous, au Moule, le maire a choisi un thème, mais malheureusement, pour des raisons de travail, elle est hors du département aujourd'hui. Donc étant donné que je suis la vice-présidente, je la remplace. Donc cet après-midi, nous avons reçu les Sénéradiens, avec tout le monde le connaît, avec Marvel le vendredi soir. Donc ils sont tous avec nous et la salle est remplie à craquer, il n'y a plus de place, on refuse du monde.
Donc c'est vrai que tous les soirs, les personnes âgées, même moi, je suis déjà âgée, mais on écoute les sénéradiens. Et des fois, ma mère me disait que quand elle s'est mariée, c'est grâce aux sérénades que son époux, que son mari, à ce moment-là on ne disait pas copain, que son fiancé venait chanter le vendredi et le samedi soir derrière sa chambre. Et c'est comme ça que c'est resté, et grâce à Marvel, il nous a fait redécouvrir ce que c'est que les différentes sérénades. C'est une excellente initiative, vous n'avez qu'à voir, la salle est pleine. Donc c'est une occasion extraordinaire, inédite pour les personnes âgées de sortir et de se rencontrer. C'est ça l'aspect important. Et puis on est venu se détendre, assister à un spectacle et puis profiter largement de ce bon moment finalement offert aux personnes âgées. Et hier débutait la première édition de ce Festival international du film, festival au multiplex Cinestar, plein feu sur des films du patrimoine, des courts et des longs métrages locaux, avec notamment Tourment d'amour de Caroline Jules en ouverture. Le ton est donc donné, le Cinestar veut permettre à un autre cinéma, le cinéma indépendant et authentique, de s'exprimer. On regarde ce reportage tout de suite. Première édition du Cinestar International Film Festival, un film d'inspiration locale avec de la production cinématographique locale et caribéenne. Donc nous allons proposer au cours de ces 3 jours une sélection de films locaux, guadeloupéens, antillais, qui retracent et racontent des histoires qui nous ressemblent, mais aussi des histoires, une sélection caribéenne d'excellence, avec donc Bazodi, le film Triniwood avec Machel Montano, The Cutlass, et des documentaires aussi comme I'm Not Your Negro. Donc une réalité antillaise qui s'exporte également et qui parle de nos voisins de l'étranger. C'est vrai que Cinestar étant sponsorisé par le groupe Caribbean Cinéma, on le souhaite, on l'espère, en tout cas on y travaille, on espère être un vecteur de cette coopération caribéenne. On espère aussi surtout être un vecteur de cette production cinématographique locale qui mérite d'être projeté, qui mérite d'être vu par le grand public, qui fait souvent le tour de festivals et qui obtient des récompenses, des films, et qui est trop peu souvent vu en Guadeloupe par les Guadeloupéens. Alors c'est vrai que ce festival est tout public, et c'est vrai que d'un autre côté on a une programmation assez régulière pour les enfants, le mercredi et le week-end. Pourquoi pas un jour appel aux porteurs de projets locaux guadeloupéens, une production locale pour les films enfants. Pendant 3 jours, effectivement, le public est invité dès 15h45 à venir découvrir l'une des meilleures sélections de nos films antillais et caribéens. On aura une soirée patrimoine, donc avec des films à voir et à revoir, comme Le Bonheur d'Elsa, Nègre Marron, Tête Grainée. On aura également une soirée spéciale court-métrage qui met en valeur justement cette histoire guadeloupéenne. Et bien sûr, notre film d'ouverture, Tourment d'amour, qui justement fait un clin d'œil à nos amis des Saintes. Et en bref, Air Caraïbes annonce la réouverture de ses vols vers Saint-Martin, le Princess Juliana, à partir donc du 28 octobre. Donc voilà une bonne nouvelle pour ces personnes qui aimeraient retrouver leur famille à Saint-Martin. Ce sera désormais possible. Les vols commerciaux réouvrent. Et je rappelle, pour revenir au Festival Caribéen du cinéma, que ce soir, samedi et dimanche, ce festival continue et qu'il y a des bons films à voir, notamment ce Bazodi, ce film trinidadien que je vous invite, vous convie, Mendy, à aller voir. Bien sûr, il faut revoir Tourment d'amour. Vous n'avez pas vu Tourment d'amour? Non. Vous n'avez pas de Tourment d'amour? Bon, non. Alors il faut voir ce film qui vaut le déplacement, j'ai vu, et c'est intéressant. Bien. Sinon, on a fini aujourd'hui, un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que Iman n'a pas encore repris sa chronique de danse. On espère la semaine prochaine la retrouver. Et puis on se retrouve, nous, à partir de lundi. On vous remercie du en direct du ZCL, de RHT 89.8. On salue nos amis de RHT et puis tous ceux qui permettent la réalisation chaque semaine de ce ZCL. Ils sont en coulisses quelquefois. La réalisation a juste été Hendrickson. Et puis lundi, on va le retrouver. Il veut être présenté à tout le monde. On va le présenter. Voilà, c'est fini. Il est 13h34. Bon week-end à vous et à lundi.